Cette première séance du séminaire Marx au XXIe siècle de cette année 2009. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ici Alain Bire, qui est sociologue et professeur à l'Université de Franche-Comté. Je vais dire deux mots pour le présenter avant de lui céder la parole. En fait, je viens de rencontrer physiquement Alain Bire, que je suis en train de lire depuis plus de 20 ans. Bon, il était temps, il n'est sans doute pas très souvent parisien. C'est quelqu'un de l'Est, comme son affiliation de l'Est de la France, comme son affiliation institutionnelle l'indique. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, comme pas mal de gens ici, que nous avons croisé à plusieurs reprises, car il se caractérise par une grande fidélité, une grande continuité dans son travail. Je vais donc parler précisément, donner quelques repères pour présenter un peu son œuvre, en soulignant tout d'abord sa première caractéristique, c'est qu'elle est fort importante. La liste des publications et des ouvrages, plus particulièrement d'Alain Bire, est longue, donc ceci ne sera qu'une vue bien évidemment sélective, mais pour dégager quelques lignes de force. Alors la première ligne de force, je crois, elle s'impose avec évidence, c'est une référence constante à Marx et à l'héritage marxien, dans un sens tout à fait non dogmatique et éloigné de toute vulgate. Le deuxième aspect, c'est une grande constante dans l'analyse de classe et dans le point de vue de classe qui caractérise le travail d'Alain Bire. Je citerai donc, pas tout à fait au hasard, les livres suivants, du Grand Soir à l'Alternative, je crois que c'est le premier livre de lui que j'ai lu, paru en 1991 aux éditions ouvrières, un livre qui déjà réactualisait un certain acquis qui avait été apporté dans l'analyse du capitalisme et dans ce qu'on appelait déjà le Fordisme par les travaux notamment de l'école de la régulation, mais comme le titre du livre l'indique, Alain Bire en tirait déjà des conclusions politiques, ou essayait d'en tirer des conclusions politiques et stratégiques sur les tâches et les difficultés que le mouvement ouvrier justement avait à répondre dans un contexte de crise et de recul aux diverses transformations du capitalisme. Je citerai aussi Entre bourgeoisie et prolétariat, l'encadrement capitaliste, un livre qui est une contribution importante à des débats sur l'analyse de classe des dites couches intermédiaires qui avaient agité pas mal les marxistes dans les années 70, ça rappellera peut-être des souvenirs à quelques-uns, les débats sur la nouvelle petite bourgeoisie et le rôle justement de ces catégories, mais ces débats ont continué après et nous avons depuis d'autres travaux sur cette question de la position de classe de l'encadrement. Alain Bire, avec Roland Pfefferkorn, son complice le plus fidèle, je dirais, a publié en 1995, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, le livre Déchiffrer les inégalités, qui a connu plusieurs rééditions depuis, qui lui a sans doute permis d'atteindre un plus large public. Il s'agit en fait d'une démonstration tout à fait implacable du caractère, non pas simplement de l'existence des inégalités, mais bien de leur caractère systématique, à savoir du degré de l'extension dans laquelle les inégalités de classe persistent en se renouvelant, bien entendu, en renouvelant leur configuration dans la société française, à l'encontre évidemment de tout un discours qui voulait et qui voudrait encore nous convaincre du contraire. Cette fibre politique d'Alain Bire, combative, se poursuit à travers un certain nombre d'autres ouvrages. Je citerai son livre consacré à l'extrême droite, Spectre de l'extrême droite, deuxième édition, et plus récemment, un livre qui s'intitule La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste, paru aux éditions Page 2. Depuis quelques années, Alain Bire est engagé dans un travail extrêmement ambitieux et important et systématique qui porte à la fois sur le capitalisme d'un point de vue historique, génétique et théorique, en s'inspirant très largement du travail de Marx et de sa critique de l'économie politique, consigné plus particulièrement dans Le Capital. Deux jalons importants de ce travail sont déjà parus. Le livre La reproduction du capital, en 2 volumes, en 2001, et la préhistoire du capitalisme, la préhistoire du capital, le devenir monde du capitalisme, paru en 2006, toujours aux éditions Page 2. Et c'est dans cette dernière, dans ces dernières lignes de son travail que va s'inscrire son exposé d'aujourd'hui, intitulé La reproduction du capital. Voilà, sans plus tarder, je lui passe la parole.
Bien, merci à vous d'être là cet après-midi, de consacrer quelques temps à mon propos et à travers mon propos à cette œuvre majeure que constitue le Capital. En remontant le boulevard Saint-Michel tout à l'heure, je suis tombé sur une affiche qui était un espèce de clin d'œil, puisqu'actuellement l'Encyclopédia Universalis fait sa publicité avec Karl Marx, avec la photo, le fameux portrait de Karl Marx. Enfin, c'est quelque chose qu'on aurait sans doute eu peine à imaginer il y a quelques mois seulement, tant Marx passait encore pour un chien crevé à ce moment-là. Gageons que c'est qu'un effet de mode et que ça ne préjuge pas de l'avenir, heureusement ou malheureusement. Pour ma part, j'ai rencontré Marx très jeune. J'ai eu cette chance d'être tombé dedans, comme on dit, tout petit, et l'effet de la potion magique a été permanent à partir de là. Pour vous présenter les principales conclusions auxquelles je suis parvenu dans ma relecture du Capital, que j'ai consigné dans l'ouvrage qui s'intitule « La reproduction du Capital », il me faut cependant revenir justement à mes années de formation. Je suis en 68 ans, j'ai 18 ans en 1968, l'événement de 68 me marque très profondément, décide de ma socialisation politique, mais me conduit immédiatement à des questions sur lesquelles je bute, à travers à la fois les activités militantes et les lectures politiques que j'entreprends. C'est l'origine d'une problématique qui, à ce moment-là, ne dit pas encore son nom parce que le terme est fait savant, une série de questions, mais qui vont petit à petit s'agglomérer en une véritable problématique dans laquelle je distinguerai trois questions. La première question est évidemment celle de savoir comment il se fait qu'on a toujours encore affaire au capitalisme. C'est-à-dire, c'est la question de savoir pourquoi et comment le capitalisme est parvenu à survivre. C'est-à-dire comment il est parvenu à surmonter, sinon à résoudre, mais du moins à surmonter ses contradictions internes, comment il est parvenu à contenir les forces révolutionnaires qui le travaillent. La deuxième question dans cette problématique, qui fait corps avec cette problématique, est contraire à la précédente, c'est-à-dire à la fois opposée et complémentaire, puisque c'est la question de l'intelligibilité des transformations majeures que le capitalisme a connues au cours de son histoire, en particulier, disons, pour faire date, depuis 1883, c'est-à-dire depuis la mort de Marx. Je dis que c'est une question évidemment inverse de la précédente, en un sens, puisque la précédente question laisse deviner une espèce de permanence du capitalisme, alors que là, il s'agit de marquer au contraire ces transformations. Mais on sait depuis Marx que justement ce qui caractérise le capitalisme, c'est cette dialectique d'invariance dans le changement, n'est-ce pas ? En quelque sorte, le capitalisme est à l'image de ce que dit le personnage central du roman de Lampedusa, le Guépard. Il faut que tout change pour que tout reste pareil. C'est quelque part le cœur de ma problématique. Qu'est-ce qui reste permanent? Qu'est-ce qui se transforme dans le cours du capitalisme? Et la troisième question qui fait corps avec cette problématique et qui la clôt quelque part, c'est celle de savoir évidemment, dans ces conditions, comment repenser la question du dépassement du capitalisme, donc la question de la révolution. Pour traiter cette problématique, il me fallait des concepts et il me fallait une hypothèse. Les concepts, ce sont ceux que j'emprunte à Marx, je pense qu'ils vous sont familiers, mais l'expérience m'a conduit souvent, de ce point de vue-là, à quelques désillusions, et je préfère préciser immédiatement les choses. Préciser ces deux termes dans les usages lesquels je les prends, parce qu'ils sont décisifs pour la compréhension de mon propos. Deux termes donc, sur lesquels je reviendrai, qui comme sont de véritables leitmotifs, capital et capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capital et qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Le capital, je le prends au sens où Marx le prend, c'est-à-dire comme un rapport social, et plus précisément comme un rapport social de production. Lequel rapport social, on le sait, s'effectue à travers des médiations multiples qui le conduit à prendre des formes fétichistes, et donc qui fait qu'on peut le confondre quelquefois avec des choses qui ne sont pas des rapports sociaux, par exemple des moyens de production, ou des signes, ou des titres de propriété, etc. Mais fondamentalement, c'est un rapport social de production
qui présente les 4 caractéristiques fondamentales suivantes, qui sont d'une part l'expropriation des producteurs, d'autre part la transformation de la force de travail en marchandise, en troisième lieu la formation de plus-value, plus exactement la transformation du surproduit en plus-value, et en quatrième lieu la reconversion de la majeure partie de cette plus-value en capital additionnel, c'est-à-dire le processus de reproduction à échelle élargie du capital. Quand je parle capital, c'est toujours de cela dont il s'agit. Et c'est extrêmement important d'avoir toujours cela à l'esprit, car le concept est par ailleurs utilisé couramment dans des sens différents et qui font écran, et qui font écran dans le pire sens du terme, c'est-à-dire qui obèrent la compréhension que l'on peut avoir de ce concept. Capitalisme, cette fois-ci. Alors, je pense que c'est un concept très complexe que celui de capitalisme, et qui d'ailleurs, je le rappelle, ne se trouve pas sous la plume de Marx. Marx ne parle jamais du capitalisme. Il parle de mode de production capitaliste, il parle de société dans laquelle règne le mode de production capitaliste. Le concept de capitalisme a fait l'objet d'une première conceptualisation par quelqu'un dont le nom est aujourd'hui injustement oublié, qui est un très grand auteur allemand, qui est Werner Sombart. Je conseille à tout le monde de lire, s'il pratique l'allemand, mon dernier Kapitalismus, car c'est sans doute, après le Capital, la plus grande somme qu'on a pu écrire sur le capitalisme. C'est Sombart lui-même qui forme le concept de capitalisme et qui d'ailleurs met en place une périodisation qui est encore tout à fait courante, n'est-ce pas, entre le Früh, le Hoch et le Spätkapitalismus en langue allemande. Le capitalisme, je pense, peut se comprendre. La meilleure façon de le comprendre, pour une fois la langue française fonctionne très bien, et il suffit de se laisser guider par la langue. Le suffixe isme en français désigne une réduction en réduction au radical. Le capitalisme est le processus de réduction de toute chose à ce rapport social qu'est le capital. Plus précisément, le capitalisme, c'est le processus par lequel la totalité de l'existence naturelle et sociale des êtres humains tend à être subordonnée aux exigences du capital. C'est ainsi que j'entends le terme de capitalisme pour ma part. Évidemment, c'est là un processus, c'est là une tendance qui ne peut pas aboutir en définitive, c'est-à-dire qui, au fur et à mesure où elle se développe, suscite ses propres contradictions et ses propres limites. Mais c'est en ce sens-là que je l'entends. Il me fallait donc des concepts, il me fallait aussi une hypothèse directrice. Cette hypothèse directrice, c'est que toute la problématique précédente peut en définitive se ramener à la question de la reproduction du capital. Autrement dit, à la question de savoir à quelles conditions, sous quelle forme, avec quelles limites et quelles contradictions a été assuré, s'assurera demain, les conditions de possibilité de la reproduction de ce rapport social qu'est le capital. Telle est la question que je me suis posée. Comment se reproduit d'une manière générale ce rapport? Alors évidemment, cette question, je devinais qu'elle avait déjà été traitée par celui à qui nous devons le concept de capital, à qui nous devons d'ailleurs, au-delà du concept de capital, un certain nombre d'autres concepts, dont celui de production et celui aussi bien de reproduction. Il s'agit de Marx. Et j'ai entrepris j'allais dire une relecture, c'était prétentieux, je dirais une lecture, parce que ça a été pour une bonne part d'abord une lecture, étant donné que, comme la plupart d'entre vous, je suppose, je m'étais contenté jusqu'alors de lecture de fragments du Capital, de chapitres pris par-ci, par-là, au gré des nécessités théoriques du moment, mais je n'avais jamais jusqu'alors entrepris une lecture intégrale, du début à la fin, de l'ensemble de la critique marxienne de l'économie politique. C'est ce à quoi je me suis attelé pendant quelques années. Ça m'a pris en gros 4 ans de mon existence, pendant lesquels je n'ai fait que cela, c'est-à-dire lire le Capital et l'intégralité des manuscrits qui, moi, ceux qui sont en possession du domaine public, c'est-à-dire qui ont été publiés, qui ont précédé, accompagné et suivi la publication du seul premier livre du Capital, puisque c'est lui seul qui a été publié par Marx. Et que, ne l'oublions pas, ce qu'on tient comme étant le 2e et le 3e livre du Capital, pour ne rien dire du 4e, c'est jamais que des découpages et montages effectués par Engels dans différents manuscrits laissés par Marx.
N'oublions jamais ça. Le livre 2 et 3 du Capital ne sont pas le livre 2 et 3 du Capital. Ils portent injustement et d'une manière indue, et Engels est le premier responsable de la chose, ce titre-là. C'est un digeste des manuscrits laissés par Marx, à partir desquels lui-même aurait, si le temps lui avait été donné et la Camargue ne l'avait pas fauché avant, aurait publié les livres 2 et 3. Bien, j'ai rappelé cela, je l'ai rappelé d'une manière, je dirais, aussi vivante que possible. La suite le sera peut-être un peu moins, et je vous prie d'en excuser par avance, parce que ce que j'ai à vous dire est très dense, et je crains de manquer certaines articulations, et d'être surtout assez infidèle à certaines formulations. Donc je vais m'en tenir assez précisément à un texte, mais je le ferai de manière, je pense, vivante. Pour le peu que je n'y parviens pas, je vous prie par avance de m'en excuser. Je ne procède généralement pas cela, je préfère la parole libre que j'ai manipulée jusqu'à présent, mais je crains d'être fautif en poursuivant dans ce genre. 4 parties dans mon propos à partir de là. Je voudrais d'abord revenir sur la position de la thématique de la reproduction dans la critique marxienne de l'économie politique. C'est-à-dire où et quand rencontre-t-on, sous la plume de Marx, cette thématique de la reproduction du capital. Je verrai ensuite, dans un deuxième temps, à vous montrer qu'il y a, de la part de Marx, une sous-estimation de la problématique de la reproduction, sous-estimation en tout cas des problèmes spécifiques que pose la reproduction. Il s'agit bien de la reproduction du capital, toujours comme rapport social de production, et nous verrons en quoi consiste cette sous-estimation. Je vous présenterai ensuite dans un troisième temps la manière dont moi-même je conçois le procès de reproduction du capital, plus exactement le schéma général d'analyse que j'en propose, et je ferai dans un quatrième temps retour sur Marx, sur la critique marxienne, pour indiquer qu'il me semble que précisément ce concept de procès global de reproduction du capital est le schéma manquant, est le chaînon manquant de la critique marxienne. Alors, dans l'ensemble de sa critique de l'économie politique, les analyses que Marx consacre à la reproduction du capital occupent une position qu'on peut qualifier globalement d'ambiguë. En ce sens qu'elle est à la fois centrale et qu'elle est périphérique. Elle est centrale puisque, en un sens, ce concept permet, et je le montrerai, de ressaisir l'unité de sa démarche de critique de l'économie politique et d'établir une synthèse des principaux résultats auxquels il est parvenu, ou tout du moins de les mettre en perspective. Et pourtant, en même temps, le concept de reproduction ne fait à aucun moment de sa part l'objet d'une interrogation et d'une analyse spécifique de la part de Marx. Rien n'est plus significatif à cet égard que la manière dont Marx introduit le concept de reproduction du capital, lui qui est généralement si soucieux d'une définition précise des concepts qu'il utilise, il est là nettement en défaut, puisque à aucun moment on ne trouve à proprement parler une définition de ce qu'il entend par reproduction du capital. Ce qui en est peut-être le symptôme le plus net est le titre qu'il peine à donner au livre 3 du Capital. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le livre 1 étudie le procès de production, le livre 2 étudie le procès de circulation, les deux étant évidemment séparés par commodité d'analyse. Le livre 3 est censé étudier l'unité formée par le procès de production et le procès de circulation. Ce qui aurait dû s'imposer logiquement sous sa plume, c'est plutôt que cette formule très vague de procès d'ensemble, c'est précisément le concept de reproduction, et il fait ici défaut. Alors cette ambiguïté, elle s'explique, à mon avis, par la position de la thématique de la reproduction dans la critique de Marx, par sa position à la fois chronologique et méthodologique. Sa position chronologique tout d'abord, puisque ce thème ne va apparaître que très tardivement dans la critique, dans la démarche marxienne. Il est par exemple totalement absent des Grundrisse. Si on veut bien mettre de côté la première esquisse que l'on trouve quand même dans les Grundrisse, donc dans les manuscrits de 57-58, la première esquisse que l'on trouve de l'analyse de ce qu'il appellera ultérieurement le double moulinet de la circulation, qui est un des moments du procès, un moment très partiel du procès de reproduction. Il se trouve de même absent du vaste ensemble du manuscrit que Marx rédige entre 1861 et 1863,
qui ne porte pas de titre particulier. Si là encore, on va mettre de côté la discussion qu'il y esquisse déjà des fameux tableaux du docteur Kenney qui reprendra dans le livre 2, enfin tout ce qui est appelé le livre 2 du Capital, dans sa section 3 sur laquelle je reviendrai encore. Il semblerait que la première occurrence d'une apparition de la thématique de la reproduction puisse se dater de ce qu'on pourrait appeler, par hypothèse, la version primitive du Capital que Marx rédige entre 1863 et 1865 et dont nous ne savons pas grand-chose dans l'état actuel de la publication des manuscrits de Marx, mais dont on connaît l'existence d'une manière certaine, puisque à cette source que Engels a puisée pour la publication de ce qui passe pour le livre 3 du Capital, puisqu'en fait le livre 3 du Capital est pour l'essentiel la partie de ce manuscrit que Marx consacrait précisément déjà au précédent ensemble, et on le sait aussi par le fait qu'on a retrouvé dans l'ensemble des manuscrits que Marx laisse, un manuscrit qui porte pour titre livre 1, section 6, les résultats du procès de production immédiat, et qui a été publié pour la première fois en France par Dangeville en 1971 sous le titre « Un chapitre inédit du Capital ». Et si l'on prend soin de lire ce texte, on y voit en effet déjà en bonne place la thématique de la reproduction. C'est donc là seulement, semble-t-il, que Marx commence à prêter une certaine attention à cette thématique de la reproduction. Cette thématique est évidemment présente au moment où Marx passe à la rédaction du Capital même. On la trouve abordée dans le livre 1, on la trouve abordée également dans le livre 2, et elle ne prendra une certaine ampleur, une certaine autonomie que dans ce qui aurait dû être le livre 3, mais celui-ci nous fait défaut. On voit bien que Marx n'a conquis finalement que très tardivement l'idée qu'il y avait peut-être des problèmes spécifiques et donc un effort particulier à fournir pour élaborer la thématique de la reproduction du capital. Cette ambiguïté tient aussi, en second lieu, donc pas seulement à cette conquête tardive de la conscience qu'il y avait là un problème, mais tient aussi au fait que, très logiquement, cette fois dit donc d'un point de vue méthodologique, ces thématiques étaient, pourrait-on dire, devaient arriver à la fin. En effet, rappelez-vous, Marx y insiste beaucoup, il suit une méthode qui est assez déconcertante dans l'exposé de la critique de l'économie politique. Une méthode qu'il qualifie lui-même de manière curieuse, une méthode qui consiste à s'élever de l'abstrait au concret. Si on essaie de déployer vraiment sa méthode, on fait très attention, comme je me suis efforcé de le faire, à comprendre comment il procède, on pourrait dire que Marx est quelqu'un qui raisonne à chaque étape de sa démarche sous la condition d'un certain nombre de conditions qu'il suppose donner et sur l'existence desquelles il ne s'explique pas, pour expliquer ensuite, ultérieurement, à quelles conditions ces conditions peuvent être produites ou se trouvent être héritées par le capital du devenir historique en général. Donc il lève, pourrait-on dire, petit à petit, les conditions sur lesquelles il raisonne, et ça consiste précisément pour lui, évidemment, à partir de là, petit à petit, à prendre en charge des pans de plus en plus vastes, de plus en plus complexes de la réalité sociale. Dans ces conditions-là, il est évident que la thématique de la reproduction devait se trouver à la fin, et ne pouvait se trouver qu'à la fin. C'est à la fin, par exemple, du livre 1, dans les sections 7 et 8, qu'il en est question. La section 7 qui est consacrée précisément à élaborer les conditions de la reproduction du capital du côté du procès de production, donc la reconversion de la plus-value en capital additionnel, et section 8 qui aborde rapidement les conditions de l'accumulation primitive. C'est également à la fin du livre 2 que l'on retrouve la thématique de la reproduction dans la section 3 de ce livre 2 sous la forme des fameux schémas de reproduction. Et c'est évidemment dans le livre 3 qui aurait clos par définition le tout que l'on aurait retrouvé amplement et que l'on retrouve, dès lors qu'on lit le livre 3 sur cet angle, retrouve, pourrait-on dire, à tout bout de champ, Marx butant sur cette thématique. Cette position en fin de parcours ne peut pas être fortuite.
elle est l'indice du fait qu'avec le procès de reproduction, on a affaire au plus concret, c'est-à-dire au tout de la réalité sociale, telle que du moins elle tend à être subordonnée au capital, le plus concret, mais aussi par conséquent le plus complexe, le plus difficile à saisir. Mais précisément, ce n'est jamais comme tel que Marx le présente, sauf peut-être dans le livre 2. N'oublions pas que le livre 2, il faut toujours raisonner à ces termes-là, dès lors que l'on sait que le livre 2 n'est pas le livre 2, mais est un montage de textes construit par Engels sur la base du manuscrit que Marx a laissé. Les manuscrits dont Engels se sert pour le livre 2 sont les manuscrits les plus tardifs de Marx. Ce sont les manuscrits que Marx écrit en 2 volets entre 1868 et 1870 et le deuxième volet entre 1877 et 1880. Ce sont donc les textes les plus tardifs. En quelque sorte, on a le Marx le plus mûr qui soit ici. Celui qui est sans doute le plus en possession de sa propre conceptualité. Et lorsqu'on lit le livre 2, qui est un livre absolument passionnant, et c'est curieux qu'on ait régulièrement sauté par-dessus ce livre, comme s'il traitait que de problèmes techniques, de gestion, etc., c'est absolument pas ça. Il fourmille d'indications et d'intuition de la part de Marx, et c'est une véritable mine. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'on a affaire là au Marx le plus marxien qui soit, pourrait-on dire. Parce que c'est le Marx, pourrait dire, entièrement plein de lui-même. Donc, voilà mon premier point, une position ambiguë, parce qu'à la fois quelque chose qui, comme je vais le montrer maintenant plus en détail, est central chez Marx, et en même temps est périphérique, que vraiment Marx, quelque chose qui lui échappe, quelque chose sur lequel il n'est pas arrivé à mettre vraiment la main, dont il n'a même pas compris, sans doute lui-même, totalement l'importance. Alors, venons-en donc à cette sous-estimation de la problématique de la reproduction par Marx. Cette position foncièrement ambiguë des analyses de Marx sur la reproduction me semble s'expliquer en définitive par sa sous-estimation et sa méconnaissance de la spécificité des problèmes que pose précisément la reproduction du capital, l'analyse de la reproduction du capital. Et cela tout simplement parce que Marx reste convaincu de quelque chose qu'il dit à plusieurs reprises, mais sans peut-être, je dirais, complètement réaliser l'implication de ce qu'il dit. Je pense que Marx reste convaincu que le problème ne se pose pas. J'entends que la reproduction du capital ne pose pas véritablement problème, qu'il n'y a pas là de véritable problème. Il est intimement convaincu qu'à l'intérieur des limites que rencontre la production capitaliste, du fait de ses contradictions internes, limites que la production capitaliste est capable de repousser sans jamais pouvoir s'en affranchir, le mouvement du capital comme valeur en procès, puisqu'il en définit souvent ainsi, ce mouvement est un mouvement auto-reproductif. C'est-à-dire c'est un mouvement qui constamment reproduit ses propres conditions. Il y a une formule qu'il répète à l'envi, qu'on retrouve 4 ou 5 fois sous sa plume. Dans l'ouvrage, je les ai toutes repérées, il y a 5 ou 6 occurrences, je crois plus, que j'ai repérées, je donne les références. Il a la même formule qui revient, qui figure déjà dans une formulation un peu tarabiscotée dans les Grundrisse. Les résultats du procès d'ensemble de la production capitaliste sont en même temps ses présupposés. C'est-à-dire, le capital, dans son mouvement, engendre comme résultat ses propres conditions d'existence. Donc, à partir de là, c'est l'idée d'une espèce de mouvement auto-reproductif, un mouvement qui trouve en lui-même, pourrait-on dire, les sources de son propre entretien. Et Marx veut démontrer à partir de là que le procès de production capitaliste est bien un procès sui generis de reproduction qui produit ses propres conditions, non seulement matérielles, moyens de production et force de travail, ou encore sociales, rapports de production adjacents les précédents. En quelque sorte, tout l'effort de Marx consiste, pourrait-on dire, à internaliser les conditions de la reproduction du capital en les transformant en autant de résultats du procès capitaliste de production. Et c'est là, pourrait-on dire, tout son intérêt. Tout son intérêt parce qu'à partir de là, il va pouvoir à la fois mettre en évidence la cohérence et la consistance propre de ce procès, en même temps que sa fragilité et sa caducité. C'est-à-dire qu'il va pouvoir montrer que les conditions
de reproduction du capital que le capital engendre dans son propre mouvement sont en même temps autant de conditions de sa mise en échec, de limites qu'il dresse face à lui. Souvenez-vous de la fameuse formule du capital, il n'y a finalement qu'une seule limite au capital, c'est le capital lui-même. Le capital ne fait jamais que se heurter à lui-même et évidemment génère ainsi les conditions de la crise. Passons rapidement en revue les principaux résultats auxquels il parvient et qui illustrent, pourrait-on dire, son double mouvement. Par exemple, premier résultat, il montre que par l'intermédiaire du fameux double moulinet, la circulation du capital dans laquelle s'articule la circulation de la force de travail comme marchandise, cette double circulation aboutit à reproduire la séparation entre les producteurs directs et les moyens de production qui transforment les séparations, qui transforment les moyens de production en capital et les producteurs directs en agents contraints de mettre leur force de travail au service des précédents. De la même manière, de cette sorte-là, le capital produit cette autre condition de sa reproduction qui est l'armée industrielle de réserve nécessaire à l'entretien, disons à son propre entretien dans les différentes phases fluctuantes de son cycle de reproduction. En second lieu, deuxième apport, Marx parvient de cette manière-là, c'est tout l'enjeu de la troisième section du livre 2, de mettre en évidence que le capital doit se subdiviser en deux sections productives fondamentales, dont le capital des deux sections doit présenter des proportionnalités très précises dans leurs différents éléments composants, composition organique, rapport de capital constant à capital variable, taux de capitalisation de la plus-value, taux d'accumulation, etc. Et autant de conditions de reproduction qui sont des conditions de non-reproduction, c'est-à-dire des conditions de crise. On comprend en particulier là comment nécessairement un pareil devenir laissé à lui-même ne peut que généralement engendrer des déséquilibres entre les deux sections productives, ainsi que les déséquilibres internes à chacune section productive, et conduire en définitive à la crise. Troisième résultat qu'il parvient à établir de cette manière-là, c'est à démontrer la nécessité fonctionnelle qu'il y a du point de vue de la reproduction du capital que de l'autonomisation d'une partie du capital social sous la forme du capital marchand et de l'autonomisation à l'intérieur du capital marchand du capital financier sous sa double forme de capital porteur d'intérêt et du capital fictif. En même temps qu'il montre que cette autonomisation nécessaire à la reproduction est un nouveau facteur potentiel de déséquilibre. Quatrième résultat qu'il parvient à établir, c'est à montrer, contre les illusions de l'économie vulgaire sur la concurrence, à montrer que les rapports entre les différents capitaux singuliers, donc entre différentes entreprises, pour parler concrètement, rapports faits à la fois de répulsion réciproque dans la concurrence et d'attraction réciproque à travers la concentration et la centralisation du capital, que ces rapports entre capitaux singuliers ne font qu'exécuter les exigences, les lois, dit Marx, de la reproduction du capital social. Ça occupe, pourrait-on dire, tout le livre 3, s'il passe pour tel. Cinquième résultat, il arrive à partir de là, à la fin de ce qui proprement nommé le livre 3, dans la fameuse section 7, celle que personne ne lit généralement parce que c'est un foutoir pas possible. Là, pour le coup, Engels c'est sans doute simplement amusé, si l'on peut dire, à juxtaposer différents développements de Marx, développement qui s'intitule les revenus et leurs sources. Si l'on prend de près ces développements qui se trouvent dans le capital et si on les rapporte, si on fait surtout l'effort de les rapporter de leurs sources qui se trouvent être dans les manuscrits de 61 et 63, ils sont beaucoup plus développés, on se rend compte que ce que Marx tente là-dedans, c'est ni plus ni moins qu'une théorie du comportement du capitaliste, une théorie, de façon générale, du comportement des agents économiques, et notamment de ces agents économiques qu'est le capitaliste, théorie qui est toute entière ordonnée à la conscience fétichiste que les agents économiques ont justement de l'origine de leurs sources, origine censée être autonome dans le travail
dans la terre et dans le capital. Et que là encore, il montre combien ces comportements sont fonctionnels au regard des exigences de la reproduction du capital, en même temps qu'ils peuvent être source justement de dysfonctionnement. Enfin, last but not least, n'est-ce pas, de cette manière-là, il arrive à montrer en définitive, ce qui n'est pas le moindre de ses tours de force, qu'il n'est pas jusqu'aux contradictions que génère le capital dans son mouvement et aux crises, qui ne sont jamais que les manifestations exacerbées de ces contradictions, qui remplissent une fonction dans le processus de reproduction du capital. Car contrairement à ce qu'on a fait, enfin à ce que je dirais, des générations de marxistes ont fait dire à Marx, il n'y a absolument pas chez Marx une théorie de l'effondrement du capitalisme sous l'effet de ces contradictions. Il y a au contraire chez Marx une théorie des contradictions du capital et de l'exacerbation des contradictions dans le phénomène des crises, qui fait que s'il n'y a pas d'intervention de force révolutionnaire dans les crises fonctionnent au contraire comme de merveilleux instruments pour rétablir les conditions d'un redémarrage de la reproduction du capital. Donc les crises elles-mêmes ont une fonction au regard de la reproduction du capital. On voit bien que tout l'effort de Marx, dont j'ai ici rappelé quelques éléments, ce qui me paraît l'élément le plus saillant lorsqu'on relit sa critique de l'économie politique sous l'angle de la reproduction, que tout son effort vise en définitive au résultat suivant, résultat qu'il obtient plus ou moins, quelquefois ça n'est pas absolument parfait, la démonstration n'est pas totalement aboutie, donc, ne serait-ce que parce qu'on a affaire à des manuscrits qui sont encore à l'état pour partie de brouillon. Il s'agit toujours pour lui montrer que le procès de production capitaliste engendre par lui-même les différents éléments, alors matériels, sociaux, institutionnels, idéologiques, symboliques, etc., qui conditionnent les possibilités de sa propre reproduction. Il va falloir que je mette le turbo. J'en suis en effet qu'à la fin de mon deuxième volet, et se dresse devant moi le plat de résistance, qui est l'exposé à partir de là, de ce que j'entends pour ma part par le procès global de reproduction du capital. Je peux peut-être essayer de simplifier la chose. On disait que vous comprendrez immédiatement que mon effort de mon côté a essayé de montrer que Marx avait commis, pourrait-on dire, une erreur de jugement sur la nature du procès de reproduction, dès lors qu'il tente de ramener le procès de reproduction à l'ensemble des résultats que la reproduction, ce que j'appelle pour ma part la reproduction immédiate du capital, ce que lui-même appelle le procès d'ensemble de la production capitaliste, dès lors qu'il essaye de ramener la totalité des conditions de la reproduction du capital au seul résultat de ce procès d'ensemble de la production capitaliste. Mon effort a consisté au contraire à montrer que le capital, dans son mouvement de valeur en procès, pour parler comme Marx, que le procès d'ensemble de la production capitaliste n'est pas en mesure de générer l'ensemble des conditions de la reproduction du capital. Que ce que j'appelle le procès global de reproduction du capital est quelque chose qui déborde de loin son seul procès immédiat de reproduction. Je distinguerai pour ma part, dans ce procès global de reproduction, 3 niveaux d'analyse qui désignent 3 procès qui ont chacun leur autonomie relative, mais évidemment qui se trouvent articulés et donc travaillés aussi par ces articulations. Le premier niveau est, pourrait-on dire, celui auquel Marx situe son effort, pour l'essentiel. C'est le mouvement du capital comme valeur en procès. Je vous rappelle l'expression peut-être surprendre, c'est la principale définition que Marx donne du capital comme valeur en procès, c'est-à-dire une valeur capable de s'accroître, capable de se conserver et de s'accroître dans un incessant mouvement cyclique qui fait alterner ces formes de marchandises et d'argent et de capital productif. Le premier niveau du procès global de reproduction capital, c'est ce mouvement cyclique de la valeur en procès. Ce mouvement constitue en effet un niveau à part entière du procès global de reproduction. Je le nomme procès immédiat de reproduction
par analogie avec la terminologie que Marx utilise lui-même quand il distingue le procès de production immédiat du capital qu'il oppose au procès d'ensemble de la production capitaliste, lequel est l'union du procès de production immédiat et du procès de circulation. Mais ce n'est pas simplement par une coquetterie, et pour faire plus marxien que Marx, ce serait proprement cuistre, que j'ai appelé ça, ce procès, le procès de reproduction immédiat. Ce procès de reproduction est immédiat en ce sens strict que dans ce procès, le capital, par lui-même, immédiatement, sans autre, pourrait-on dire, médiation que celle de son propre mouvement de valorisation, engendre un certain nombre de conditions de sa reproduction. Et il me semble qu'on doit à Marx d'avoir montré qu'en effet, le capital est par lui-même, est, pourrait-on dire, de par son propre mouvement, capable de générer un certain nombre de conditions de sa propre reproduction. C'est l'ensemble des points que j'ai signalés tout à l'heure, même si sur chacune des médiations en question que Marx a mises en évidence, il y aurait lieu de faire remarquer à Marx que ce n'est pas toujours le capital lui seul qui opère là-dedans. Voilà pour le premier niveau. Niveau 2. Parler de niveau 2 implique que l'on considère qu'en plus des conditions immédiates de la reproduction du capital, que le capital est capable de générer par lui-même, il s'en adjoint d'autres que j'appelle, l'expression est barbare, je la reprends à peu près comme telle, je l'ai trouvée une fois sous la plume de Marx, montrant quand même dans le Grundrisse. Parce qu'il y a un passage, là aussi, dans l'ouvrage, je le pointe nettement, il parle à un moment, dans les Grundrisse, à peu près aux 3/4 du chapitre sur le capital, il parle il évoque l'existence de conditions générales extérieures de la production capitaliste. C'est exactement l'expression qu'il emploie. Conditions générales extérieures de la production capitaliste. Il existe donc pour Marx des conditions générales extérieures de la production capitaliste dont, visiblement, il semble à ce moment-là tenter de penser, et il suit un développement en fait sur les routes. Sur les pages qui suivent, c'est le système routier, etc. On va voir que ça rentre aussi dans mon propos. Mais il ne va pas au-delà. Alors j'ai essayé de prendre cette expression au sérieux. Conditions générales extérieures. Qu'est-ce que ça signifie? Ces conditions sont d'abord générales. En quel sens sont-elles générales? En un double sens. D'une part, en ce qu'elles concernent évidemment la reproduction de l'ensemble du capital social et les conditions de la reproduction de l'ensemble du capital social, et non pas les conditions de la reproduction des différents capitaux singuliers, des différents capitaux composés par les différentes entreprises qui s'entrelacent dans le mouvement du capital social. D'autre part, elles sont générales en tant qu'elles mettent en jeu, à la limite, la totalité des conditions sociales d'existence, bien au-delà de celles que le capital peut s'approprier immédiatement par lui-même. Par exemple, la constitution d'un certain type d'individualité, ce qui est quand même quelque chose, je dirais, d'assez singulier. On ne pense pas qu'on va pouvoir nécessairement, à partir des considérations qui sont les miennes, dériver, je vous dirai ensuite quelques mots, par exemple, vers l'idée que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en façonnant un certain type humain. Aujourd'hui, c'est devenu assez évident, ça l'était peut-être moins du temps de Marx. Conditions générales, mais conditions générales extérieures. Alors, extérieures en ce sens que non pas que le mouvement de reproduction immédiate du capital, que le mouvement du capital comme valeur en procès ne peut pas prendre part à la production de ces conditions, qu'elle lui soit en quelque sorte radicalement étrangère, mais que la production de ces conditions ne peut jamais être ni une donnée immédiate du procès de reproduction immédiat du capital, ni un résultat global de celui-ci. Que la production de ces conditions fait nécessairement intervenir d'autres médiations que le capital. Alors d'autres médiations, vous me demanderez lesquelles, je dirais, c'est la société. Mais la société, c'est une entité vague, ou je pourrais vous dire c'est l'État, c'est une entité à peine moins vague, c'est évidemment la société et l'État tels qu'ils vont se trouver précisément, appropriés par le capital, c'est-à-dire transformés de manière précisément à satisfaire aux exigences de la reproduction. Par exemple, parmi les conditions de son procès de production immédiat,
le capital fait appel à des moyens socialisés de production. Pensons par exemple aux infrastructures collectives, le réseau routier, de façon générale, les réseaux des voies de communication, dont on sait bien que le capital seul ne peut pas le produire. J'entends par là que le capital est parfaitement capable de produire et des routes, et des voies de chemin de fer, et des lignes aériennes, etc., etc., mais qu'un réseau, c'est autre chose qu'une simple adjonction de jonctions, de segments, qu'il faut par exemple une cohérence dans le réseau, et que cette cohérence mette en jeu d'autres médiations que le simple procès de reproduction du capital. Vous devez évidemment qu'il y a là des médiations institutionnelles, organisationnelles ou institutionnelles, derrière laquelle se profile, encore une fois, l'État. Autre exemple, toujours parmi ces moyens socialisés de production, la diffusion des résultats de la recherche scientifique. Le capital est par lui-même en état de produire la recherche scientifique, de diffuser la recherche scientifique, mais organiser l'ensemble du processus de la recherche scientifique est quelque chose qui dépasse de loin les départements R&D, recherche et développement, des différents capitaux singuliers. De la même manière, le capital, pour se reproduire, a besoin d'assurer la reproduction de la force sociale de travail. Il y contribue directement par lui-même, par exemple par le processus de la consommation marchande, mais la reproduction de la force sociale de travail fait intervenir des médiations qui se situent à 100 lieues, pourrait-on dire quelquefois, du procès de reproduction immédiate du capital. Par exemple, ça suppose la formation d'un certain type de famille. Ça suppose la production et la gestion d'un espace-temps domestique déterminé, de rapports conjugaux et de rapports familiaux déterminés. Ça suppose des pratiques éducatives, ça suppose un système d'enseignement. Tout cela, je dirais, se situe bien au-delà de l'horizon du procès de reproduction immédiat. Autre exemple, l'espace social. La circulation du capital suppose un espace social bien particulier. Marx nous explique longuement dans la deuxième section du livre 3, qui passe pour le livre 3 du Capital, qu'il y a nécessité que se forme un taux de profit moyen. Avant de nous expliquer la tendance de ce profit moyen à décliner. Ce qui est non moins important que cette tendance à décliner, c'est la formation du profit. Et il montre bien que l'une des conditions de la formation du profit, c'est la parfaite mobilité du capital, la capacité du capital à s'investir et se désinvestir en passant le plus rapidement possible d'une branche de production à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais cela suppose toute une série de conditions. Je dirais, par exemple, quant à l'homogénéité matérielle, administrative, juridique, idéologique des territoires, que le capital, dans ce simple mouvement de valeur en procès, n'est pas capable de produire par lui-même. Le capital suppose, de la même manière, une appropriation des procès de consommation, qu'il s'agisse des procès de consommation du salaire ou qu'il s'agisse des procès de consommation de la plus-value. L'appropriation de ces procès de consommation, ça a à voir en définitive avec la constitution d'un système de besoins individuels et sociaux déterminés, ça a à voir en définitive avec la formation d'un certain régime du désir humain, ça a à voir donc quelque part avec le formatage d'un certain type d'individualité. Je dirais, le capital par ses simples moyens, c'est-à-dire simplement par l'action par exemple de la publicité, ne pourrait pas y parvenir. On est renvoyé là à d'autres moyens, à d'autres médiations, par exemple du côté de la famille, par exemple du côté de l'école, par exemple du côté de la formation de groupes de pairs, toutes autant de médiations qui échappent, je dirais, à la seule vertu, à la seule capacité de la reproduction immédiate du capital. Bien, on voit donc qu'avec la production des conditions générales extérieures de la production capitaliste, on a bien affaire à un niveau spécifique de la reproduction du capital, ce que j'appellerais pour ma part le niveau 2 du procès global de reproduction. À ces deux premiers niveaux s'en ajoute un troisième qui peut-être est plus familier, du moins dans la thématique générale, peut-être moins dans la position et dans la manière dont je vais faire fonctionner ici. Il s'agit tout simplement de la bonne vieille lutte des classes, c'est-à-dire du processus de division de la société en classes, des luttes entre elles et de l'affirmation des classes comme sujet collectif dans cette lutte. Je considère cet ensemble de processus comme un niveau spécifique du procès de reproduction du capital et
les traités comme tels se justifient doublement. D'une part, parce que de cette manière-là, on peut évidemment tenir compte de phénomènes qui ne se trouvent qu'en filigrane, au mieux, dans les deux procès précédents. Par exemple, impossible de traiter dans leur autonomie singulière les rapports de force entre les classes, les processus d'alliance entre les classes, les processus de compromis de classe, les processus de composition et de décomposition des classes sociales, la formation des blocs sociaux, le cimentage de ces blocs sociaux dans des organisations associatives, syndicales, partidaires, tout ce processus qui occupe une bonne partie de la scène sociale et politique dans les sociétés capitalistes, ont leur autonomie propre, et cette autonomie propre est à référer, pour autant évidemment que ces processus participent de la reproduction du capital et en sont une condition, puisqu'en définitive, à travers ces processus, c'est évidemment la reproduction de la domination de classe du capital qui est en jeu et qui se joue et s'assure. On est tenu de les considérer comme, ne serait-ce que de ce point de vue-là, comme un niveau autonome du procès de reproduction. Il y a une deuxième raison de le faire, c'est que à ce niveau-là, interviennent des déterminations subjectives. À ce niveau-là, interviennent des sujets. Interviennent des sujets dans un procès qui aurait pu paraître, le procès de reproduction, jusqu'à présent, se présenter comme un procès sans sujet, pour parler comme Althusser. Le procès global de reproduction du capital n'est pas un procès sans sujet. C'est un procès dans lequel, en définitive, interviennent à ce niveau-là des méga-sujets sociaux que sont précisément les classes en lutte, avec évidemment, je dirais, les phénomènes de surdétermination et de sous-détermination de la subjectivité de classe que valent à ces classes sociales leur position dans la lutte des classes. C'est-à-dire avec des classes qui sont, pourrait-on dire, pour dire les choses clairement, plus ou moins disposées en subjectivité, plus ou moins dotées de subjectivité selon leur position. On sait bien que, de ce point de vue-là, la position des classes n'est pas identique selon la structure et selon les conjonctures des rapports et des luttes de classe. Donc, cela permet aussi à partir de là de comprendre comment les deux niveaux inférieurs, que j'avais distingués précédemment, le niveau de production des conditions générales extérieures comme le niveau 1 de reproduction immédiate du capital, se trouvent surdéterminés par ce jeu des subjectivités des classes en lutte. Bref, j'abrège la démonstration qui de toute façon n'en est pas une, parce que je ne peux pas prétendre que le peu que j'ai dit ici est une valeur démonstrative. J'ai mis 700 pages à mener la démonstration. Courage pour vous qui allez les lire. Je ne doute pas que vous allez vous précipiter là-dessus. La démonstration est beaucoup plus longue que ce que je peux en dire ici. Vous aurez compris que tout mon effort consiste en gros à tordre le bâton dans l'autre sens dans lequel Marx a tenté de le tordre, tout en lui restant, je pense, aussi fidèle que possible, mais on sait que quelquefois c'est dans l'infidélité qu'on est le plus fidèle, c'est-à-dire de montrer que contrairement à ce qu'il pensait, le procès de reproduction immédiate du capital n'est pas un procès auto-reproductif. Il n'est pas capable de générer la totalité des conditions de possibilité, de ces conditions de possibilité, qu'il s'articule nécessairement avec d'autres procès plus larges, le procès de production des conditions générales extérieures et la lutte des classes. La lutte des classes est bien présente chez Marx, mais quelque part désarticulée du précédent. Il y aurait, pas de là, à retravailler toute la thématique et la problématique et la conceptualité de la lutte des classes chez Marx en fonction de cela. Je terminerai en dépassant le temps qui m'est imparti, mais je n'en ai plus pour trop longtemps, en revenant donc au dernier volet de mon propos sur la critique marxienne de l'économie politique, en montrant que précisément ce concept de reproduction du capital, ce concept de procès global de reproduction du capital est le chaînon qui fait défaut dans la critique de l'économie politique de Marx, et je dirais c'est une hypothèse, je dis tout de suite, c'est une hypothèse, je la défendrai mollement
autant je me battrais bec et ongle sur ce que je viens de dire jusqu'à présent, autant là, je dirais, c'est un côté cuistre, mais enfin, pourquoi ne pas être cuistre de temps en temps, hein? C'est-à-dire du disciple qui veut en remontrer à son maître, qui lui dit « Maître, c'est là que vous vous êtes trompé. C'est là que vous n'avez pas eu tout à fait raison de faire comme vous avez fait. Mais bon, tentons la chose. C'est pas bien grave, on peut se casser la gueule avec beauté. Hein. Du moins, on aura tenté la chose. Je pense que ce qui a manqué à Marx, ce qui fait qu'en définitive, son projet de critique de l'économie politique reste en plan, ce n'est pas seulement le temps qui lui a fait malheureusement défaut, on le sait, n'est-ce pas, lorsqu'il entame en 1857 la rédaction des Grundrisse, il lui reste à peine un peu plus de 25 ans à vivre. 25 ans, qu'est-ce que c'est dans une vie? C'est très court, d'autant plus dans une vie qui est déjà obérée chez Marx par une santé qu'il avait mis à l'encontre par son mode de vie et par la misère dans laquelle il vivait. N'oublions jamais que Marx a vécu dans la misère, hein, à Londres, et donc il ne se nourrissait pas correctement, il ne se soignait pas correctement, il fumait comme un pompier, il vivait n'importe comment, travaillant 3 jours durant quelquefois, etc. etc. Tant aussi obéré par la lutte, parce que ça a été quelqu'un qui a consacré énormément de temps aussi à la lutte politique, et donc vouloir lui dire « Maître, vous n'avez pas fini », c'est évidemment mériter de ramasser déjà une paire de baffes, ne serait-ce que pour cette raison-là. Mais ça fait rien, continuons quand même, malgré la paire de baffes. Ce qui lui a manqué, c'est pas seulement le temps, je disais, c'est aussi un concept. C'est ce concept de procès global de reproduction. Pour cela, allons-y, reprenons son programme initial. Ce programme initial, il énonce dans l'introduction à la critique, le texte qui a été ensuite popularisé sous le nom d'introduction à la critique de l'économie politique, qui est en fait le tout début des Grundrisse. Et au bout de quelques pages, il expose son plan. Voilà le plan de la critique complète de l'économie politique que Marx aurait écrit s'il avait vécu 25 ans de plus ou 50 ans de plus et s'il avait été en possession du concept de reproduction du capital. Il dit, le plan adopté doit manifestement être le suivant. Premièrement, les déterminations abstraites générales convenant donc plus ou moins à toutes les formes de société, mais dans le sens exposé plus haut. Deuxièmement, les catégories constituant la structure interne de la société bourgeoise et sur lesquelles reposent les classes fondamentales. Capital, travail salarié, propriété privée, propriété foncière. Le rapport réciproque, ville et campagne, les trois grandes classes sociales, l'échange entre celles-ci, circulation, crédit privé. Troisièmement, concentration de la société bourgeoise sous forme de l'État, considérée dans sa relation avec lui-même, les classes improductives, impôts, dette publique, crédit public, la population, les colonies, l'émigration. Quatrièmement, rapports internationaux de production, division internationale du travail, échange international, exportation et importation, cours d'échange. Cinquièmement, le marché mondial et les crises. Alors, 2 ans après, il publie la contribution à la critique de l'économie politique, et dans la préface de celle-ci, il résume tout ça, il dit « J'examine le système de l'économie bourgeoise dans l'ordre suivant ». Voilà, c'est un condensé de tout ce que je viens de vous dire. Donc, 2 triades qui s'en suivent. Capital, propriété foncière, travail salarié. État, commerce international, marché mondial. Et ce sont bien 2 triades, car, je suis allé vérifier, y compris dans le texte allemand, entre les deux, il y a un point-virgule. Il y a capital, propriété foncière, travail salarié, chaque fois virgule, la point virgule, État, virgule, commerce extérieur, marché mondial. Alors, des 2 triades précédentes, on sait que Marx s'en est finalement tenu à la seule première, et encore de manière incomplète. Or, maintenant que nous est connu le sens exhaustif que l'on peut donner au concept de reproduction du capital, il me semble que ce qui lui a fait défaut, c'est bien ce concept de reproduction, et que celui-ci constitue le véritable chaînon manquant. Montrons-nous très rapidement, très sommairement. D'une part, l'inachèvement relatif du traitement par Marx de la première triade, de l'articulation entre capital, propriété foncière et travail salarié. Cet inachèvement tient précisément à la réduction par Marx de la reproduction du capital à son seul procès immédiat. En effet, qu'il s'agisse pour lui de fournir une analyse complète du travail salarié, c'est-à-dire la condition salariale, ou qu'il s'agisse
de développement sur la division sociale du travail, notamment des rapports entre ville et campagne, ou qu'il s'agisse de la synthèse de l'ensemble de ces éléments dans et par l'État, dans ses rapports avec lui-même, comme il le dit dans le premier extrait que j'ai cité, ce qui fait à chaque fois défaut pour saisir l'articulation, pour saisir ces termes, et pour saisir bien plus encore que ces termes, leur articulation entre eux, c'est précisément le concept de reproduction du capital, tel que je l'ai déployé, le concept global de reproduction capital. De la même manière, c'est ce même défaut qu'on le repère à propos de la seconde triade. Seconde triade, État, commerce extérieur, marché mondial, car pour développer son analyse de la mondialisation des rapports capitalistes de production, Marx aurait eu besoin de ce concept de reproduction du capital, puisque on peut comprendre aujourd'hui, évidemment c'est plus facile pour nous de le comprendre puisqu'on a le spectacle de quasiment 150 ans de mondialisation de plus que celle que lui offrait déjà le capitalisme de l'époque, on comprend que le devenir monde du capitalisme, comme je dirais encore dans un moment, n'est jamais que l'extension progressive des conditions de la reproduction de ce rapport de production qu'est le capital. Enfin et surtout, c'est ce concept de reproduction qui lui aurait fait défaut, et qui lui a fait défaut, dans l'articulation entre ces deux triades. C'est-à-dire dans l'articulation entre ce que j'appellerais le devenir capitalisme du monde, c'est-à-dire précisément l'appropriation par le capital de la totalité des conditions d'existence naturelle et sociale des hommes en société, et le devenir monde du capitalisme, c'est-à-dire l'extension à la totalité de la planète et la totalité évidemment des conditions écologiques, démographiques et sociologiques qui nous sont faites, à nous êtres humains aujourd'hui, d'existence des rapports capitalistes de production. Je conclurai très brièvement en disant, si j'avais à préciser, puisque c'était en fait la mission que je m'étais implicitement fixée dans cet exposé, et dans le cadre de ce séminaire consacré à Marx, si j'avais à préciser quel est le statut du concept de reproduction dans la critique de l'économie politique marxienne, dont vous avez bien compris que c'est un concept qui est présent, mais qui me paraît tout simplement mal ou insuffisamment développé par Marx, je dirais que c'est un concept horizon. C'est un peu l'idée l'image plutôt que l'idée que je reprendrai. Un concept horizon en un triple sens. Concept horizon parce que, comme tout horizon, il se présente comme un point de convergence. Un point de convergence, le point vers lequel convergent un certain nombre de lignes de force de sa critique de l'économie politique, qui sont en même temps autant de lignes de fuite. Que, d'autre part, c'est le point à partir duquel, dès lors qu'on l'occupe, on peut voir toute l'unité de sa critique. L'unité qui permet de comprendre en quelque sorte l'originalité foncière, car il y a une originalité foncière de sa critique, comme je l'ai montré, l'originalité qui va lui permettre d'établir des résultats absolument, je dirais, absolument solides, c'est-à-dire que non seulement la réalité n'a jamais démenti, et la dernière en date encore bien moins, mais qu'aucune critique n'a jamais véritablement entamé. C'est les différents acquis, c'est pas, de sa tentative de réduction parce qu'acquis il y a malgré tout la réduction de la reproduction du capital au mouvement du capital de valeur en procès. On en saisit l'unité, mais on en saisit en même temps, par cela même, les insuffisances et l'inachèvement. Et en même temps, c'est une ouverture, c'est un point à partir duquel on peut se proposer, je dirais, de dépasser le projet même de critique de l'économie politique pour engager une véritable critique de l'ensemble de la civilisation du capital. C'est-à-dire du monde tel que le capital l'a réduit à sa mesure. C'est-à-dire une critique du capitalisme. Encore une fois, le capitalisme étant précisément cette société qui résulte du processus, de la tendance du processus par lequel le capital tente de s'approprier la totalité des conditions sociales et naturelles d'existence des hommes pour les réduire aux exigences de sa propre production. Ce sera bon.
tardivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur la question de la reproduction? Et la deuxième question, c'est dans la mesure où la crise est visiblement une crise de reproduction du capital, parce que le capital a du mal à se reproduire par les temps du cours, dans quelle mesure le concept que vous avez développé au cours de la conférence peut nous aider à mieux comprendre cette crise que l'on vit actuellement, qui est visiblement la crise la plus grave depuis la grande crise de 29. Ce sont des questions très diverses par leurs orientations. Alors, la première question, c'est facile de répondre. Je répondrai oui. Oui. C'est-à-dire que vouloir engager des politiques visant à conforter, à sauver, à conforter, à développer les services publics, les équipements collectifs qui font partie, évidemment, intégralement de ce que j'appelle les conditions générales extérieures de la production du capital, sans toucher au rapport de production, quelque part, c'est évidemment, en définitive, contribuer à la reproduction du capital. Mais c'est contribuer à la reproduction du capital dans les formes qu'il a prises au terme d'une lutte des classes qu'il a marquée, et qui font que ces équipements collectifs et ces services publics sont aussi garants, par exemple, éventuellement, de conditions de travail, de conditions d'existence des couches populaires. Donc on voit que la chose est plus complexe qu'il paraît. Mais cela veut tout simplement dire que dans ces conditions-là, les acquis du compromis fordiste, les acquis, si vous voulez, globalement, devenir social-démocrate du mouvement ouvrier, n'ont été en effet qu'une des voies et qu'un des épisodes historiques du processus de reproduction du capital. Le concept de fétichisme, je l'ai à peine évoqué parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Et d'ailleurs, je propose de revenir pour en parler. C'est un concept absolument majeur chez Marx. Je l'ai ici complètement laissé de côté parce que c'était pas, s'embarquer là-dedans, c'est s'embarquer dans un exposé au moins aussi fouillé, complexe et riche que celui que je viens de faire. Merci pour moi. Que j'ai qualifié par cette occasion-là, exposé complet et riche. C'est un concept auquel, curieusement, des générations de commentateurs du capital et de la critique de l'économie politique et de Marx en général n'ont pratiquement pas prêté attention. Je dois à notre ami Henri Lefebvre, dont j'ai été le disciple au sens propre du terme, puisque moi le marxisme je l'ai essentiellement appris en lisant Henri Lefebvre, qui n'a cessé d'attirer l'attention lecteur potentiel de Marx sur l'importance du concept d'aliénation, parce que le fétichisme n'est jamais qu'une des dimensions et une des formes dans l'aliénation, sur l'importance de ce concept. C'est un fil rouge dans le capital. C'est un vrai fil rouge, c'est-à-dire qu'on tombe dessus dès les premières pages du capital. N'oublions pas que le premier chapitre du premier livre du Capital se termine par une section 4 qui s'appelle La marchandise et son fétichisme. Et que Marx déploie systématiquement ensuite. Et il y a même des développements qu'on ne peut pas, à mon avis, qu'on ne peut pas comprendre dans le Capital si on ne considère pas que le concept de fétichisme est un concept fondamental. Alors qu'est-ce qu'il entend par fétichisme capitaliste? Mais c'est tout simplement l'apparence et l'illusion. Ce n'est pas la même chose. L'illusion est un moment proprement et purement subjectif. L'apparence est un moment objectif. L'apparence, c'est la forme sous laquelle le mouvement réel se manifeste. Ou plus exactement, les formes phénoménales sous lesquelles le mouvement réel se manifeste. Et qui, évidemment, génèrent et confortent l'illusion précédente. Donc l'apparence est l'illusion de l'auto-valorisation du capital. C'est-à-dire l'apparence et l'illusion sur laquelle
le capital est capable de se conserver et de s'accroître en valeur par lui-même. Et Marx de montrer quelles sont toutes les conditions justement de ce fétichisme. Par exemple, quand on prend un chapitre d'apparence si technique comme le chapitre 15 de livre 1, chapitre que Marx consacre à la grande industrie, et où il explique comment, à travers la grande industrie mécanique, celle de son temps, parce que Marx est quelqu'un aussi de son temps, on assiste à une nouvelle forme d'appropriation du travail par le capital. Nouvelle forme par rapport aux formes antérieures qui étaient la coopération simple, qui était la manufacture, etc. On voit Marx se livrer à une étrange métaphore. Relisez, rentrez chez vous et consacrez la soirée à picorer là-dedans. Il y a une curieuse métaphore qu'il reprend, curieusement peu relevée par les commentateurs. Parce que Marx est non seulement un théoricien hors pair, mais c'est aussi un grand écrivain. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vraie capacité à inventer des images et à s'exprimer sous forme d'image. Et en l'occurrence, une image. Et c'est l'image du capital vampire. Du capital vampire. De ce capital qui naît dans sa substance que travail mort, accumulé, et qui ne peut rester en vie qu'en suçant en permanence le sang qu'est le travail vivant. Qu'en absorbant en permanence cette substance vivifiante qu'est pour lui la force de travail mise en œuvre. Alors on a tout à fait... C'est d'autant plus remarquable que Marx écrit avant Bram Stoker. Bram Stoker, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inventeur de Dracula. Dracula, c'est un roman qui paraît en 1899. Ça fait longtemps que Marx fume les pissenlits par la racine. À ce moment-là. Donc, il faudrait mettre un étudiant là-dessus. D'où est-ce que Marx tient ça? C'est-à-dire d'où lui vient cette espèce cette image du vampire? Parce qu'elle est... Bon, je pense qu'il doit avoir lu... Bon, Marx est un homme de son temps aussi, à ce sens-là. Quand il est né en 1818, donc en pleine vague romantique, il doit avoir dû traîner... s'être abreuvé d'une littérature de Holdegard qui n'existait pas à l'époque, de romantisme, sans doute de ce genre-là. Bram Stoker lui-même, peut-être que l'épigone ultime et glorieux de cette vague-là. En tout cas, il représente le capital comme un vampire et d'expliquer que ce vampire absorbe littéralement en lui toutes les forces vives du travail vivant. Si bien que c'est dans le corps mort du système des machines que semble résider la source de la valorisation du capital. Et Marx de montrer que donc le capital crée les conditions matérielles du fétichisme, c'est-à-dire les conditions matérielles de cette apparence, cette illusion qui consiste à faire croire qu'il se valorise par lui-même. Ceci déjà au niveau du capital, je dirais, dans sa forme complète, c'est-à-dire comme capital industriel. Et ensuite, Marx de montrer, au fur et à mesure évidemment de son analyse, comment, lorsqu'on a affaire à des formes autonomisées du capital, comme le capital marchand, ou évidemment ces formes encore plus autonomisées que le capital financier, lorsqu'il suffit d'avancer A pour obtenir en contrepartie A', ce que fait le banquier, il vous prête A et il exige de vous en retour A plus un delta A. Il suffit de lancer de l'argent dans la circulation pour qu'il me revienne et engrosser de plus d'argent. C'est quand même assez magique. Moi, chaque fois que je sors une pièce de porte-monnaie de mon portefeuille ou que je sors ma carte bancaire, je sais que l'argent que je vais dépenser de cette manière-là, plus jamais je ne le reverrai. Il est définitivement perdu. Mais eux, ils ont trouvé une vraie magie qui consiste à jeter de l'argent dans la circulation et à le voir revenir, oh magie, et qui plus est, le voir revenir encore plus gros qu'il était au départ. Et alors évidemment, quand on arrive à faire cela, non pas en s'articulant, comme le banquier que je viens imaginer, parce que celui à qui il vous prête, c'est quand même un agent économique, réel, vous êtes un industriel, vous êtes un commerçant, ou vous êtes même simplement un salarié, mais
vous participez par votre salaire de la production, bref, etc. Mais qu'il suffit d'acheter des tickets de métro à un prix pour les revendre à autre prix. Quand je dis ticket de métro, ça peut s'appeler monnaie, ça peut s'appeler action, ça peut s'appeler obligation, ça peut s'appeler produit dérivé quelconque. C'est-à-dire à acheter du papier et à mettre à vendre du papier pour retirer plus d'argent. Alors là, évidemment, le fétichisme est complet. Et j'ai juste pris comme ça quelques exemples pour montrer qu'on comprend aussi qu'il s'agit, pour Marx, de créer, de jeter les bases de ce que j'appellerais, moi, une théorie matérialiste de la subjectivité capitaliste. On voit bien que ces formes-là du rapport capitaliste ne peuvent pas fonctionner si les agents sociaux ne s'imaginent pas que les choses fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire, si je n'imagine pas qu'il me suffit de jeter de l'argent dans la circulation pour qu'il puisse me revenir avec plus d'argent, jamais je le jetterai. Et c'est pour ça que moi, riche que je suis devenu, jamais je me livrerai à la spéculation. Parce que je sais bien que c'est autant mettre un pistolet sur la table avec une cartouche dans le barillet, faire tourner le barillet et le prendre, mettre sur la tempe. Alors, 5 fois sur 6, je gagne, et la 6e fois, évidemment, exerte. D'accord? C'est exactement ça. Parce que je n'ai pas une conscience fétichiste. Mais si j'ai une conscience fétichiste, je dis, mais la bourse a monté jusqu'à l'indice 100, alors qu'elle était à l'indice 50, elle montera bien jusqu'à l'indice 150. Et quand elle est montée à l'indice 150, c'est qu'elle est capable de monter à l'indice 200. Et quand elle arrive à l'indice 200, mais ma foi, putain, il n'y a pas de raison qu'elle ne monte pas à l'indice 300. Quand elle arrive à l'indice 300, mais c'est sûr qu'elle va monter à l'indice 500. Et comme ça, je me retrouve à l'indice 20. Alors, je pense que, ce faisant, m'étant un peu attardé, j'ai répondu en partie à la question sur la compréhension de la crise actuelle. Tout est dans Marx. Tout est en Marx. Il suffit de se donner la peine de le lire. Se donner la peine de le lire, de ne pas lire des commentateurs, de ne pas lire des digestes, de le lire lui. Je dis la peine de le lire, parce que quelquefois c'est pénible, au sens propre du terme, donc peine, mais la plupart du temps c'est passionnant. Et ce qui est absolument certain, c'est qu'on ne perd pas son temps. Je dirais, toutes les heures passées en sa compagnie, on en ressort, je dirais, plus intelligent. C'est pour ça que, personnellement, parmi les blagues, je préfère, parce que quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui me demande comment vas-tu, que deviens-tu, je dis plus intelligent. Et alors, généralement, c'est un petit coup, je dis oui, c'est possible. Et je lui ai donné ce secret, j'ai encore lu Marx hier soir. Le point de vue de la provocation, c'est très bien. Maintenant, je dirais, bon, ça peut paraître de la boutade, mais moi je pratique ce type de provocation depuis des années, et je l'ai pratiqué surtout, encore une fois, dans le fil d'années où Marx passait pour un chien crevé. Et j'ai eu quand même, je dirais, la joie et l'orgueil, allez, soyons un peu orgueilleux, j'ai repris mes cours à la fac jeudi, et j'ai dit, bon, on avait annoncé un cours, finalement je ne décide pas de le faire, j'ai décidé de faire un cours sur le capital. L'étudiant était un peu surpris, j'ai dit, bon, vous voulez savoir pourquoi? J'ai dit, voilà ce que écrivait quelqu'un en 1993. Et j'ai lu un passage, quinzaine de lignes, une analyse qui expliquait en gros comment les choses allaient se terminer, 15 ans plus tard, 2008. Je dis maintenant, vous allez deviner qui est l'auteur de ce passage. Ouais, Marx, je dis non. C'est assez flatteur, mais c'est pas Marx. C'était moi. Je dis, mais, je dirais, ne croyez pas que vous avez affaire à un génie. Hein. Je me contentais, déjà à l'époque, simplement de lire Marx. Et c'était absolument clair que ça ne pouvait que se terminer de cette manière-là. Plus précisément, ce qui était absolument clair, c'était que, alors là, je répondrai plus précisément à la question, la distorsion dans la valeur ajoutée entre plus-value et salaire, cette distorsion qui était engagée à travers la mise en œuvre systématique des politiques néolibérales, ne pouvait évidemment aboutir qu'à une formidable crise de surproduction qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment
à la limite, si j'avais pas été capable d'écrire ça, je n'ai pas été le seul à l'époque, hein, mais c'est simplement histoire de me faire mousser face aux étudiants et de montrer que quand même on pouvait avoir quelque intérêt à plonger son nez dans le capital. C'était absolument. Si je n'avais pas été capable d'écrire cela, j'aurais été vraiment un piètre disciple. Et le livre 4. Alors le livre 4, il mérite encore moins son titre de livre 4 du Capital que les deux précédents. Parce qu'il est évident que, alors je rappelle, le livre 4 du Capital, c'est en fait la partie centrale des fameux manuscrits de 1861-1863. Marx rédige entre 1860 et 1863 un vaste manuscrit, ou un vaste ensemble de manuscrits, comme on voudra, composé de 23 cahiers, qui doit être en fait la première rédaction de ce qu'il conçoit encore comme étant le chapitre du Capital, qui va devenir donc les 3 livres du Capital, dans le plan ultérieur, et il se livre dans le cours de la rédaction à une vaste digression qui l'amène à reprendre les différentes manières dont les économistes ont expliqué le phénomène de la survaleur. C'est-à-dire comment se fait-il que dans le processus de production capitaliste, il sort plus de valeur qu'il n'y rentre. Donc, différentes théories de la plus-value. Donc, ça a été... Marx s'y réfère ensuite dans des échanges avec Engels quand il envisage, en effet, de composer le Capital non pas en 3 livres, mais en 4 livres. Il dit qu'il y aura 3 livres qui sera la partie théorique, et il y aura un 4e, il dit c'est une partie historique qui sera beaucoup plus facile de rédaction parce que tout aura été dit, etc. Et probablement, il se serait servi de cet ensemble de 10 cahiers comme d'un matériau pour écrire le livre 4. Mais on n'a absolument pas le livre 4 là-dedans. Alors ça a été publié sous le titre livre 4 du Capital, non pas par Engels, qui était mort entre-temps, mais par Karl Kautsky, qui l'a publié entre 1905 et 1910. Et c'est connu comme étant... Alors, il y a 2 titres, enfin il y a un titre et un sous-titre, exactement, ça s'appelle Théorie sur la plus-value, et sous-titre livre 4 du Capital. Bon, le premier titre, le titre est à peu près valable, le deuxième est complètement usurpé, c'est pas le livre du Capital. Par contre, on y trouve des perles. C'est-à-dire, on y trouve des choses géniales, notamment, c'est 3 forts volumes, hein, ça représente 1500 pages, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des 2 tiers du Capital lui-même. Donc c'est en soi déjà une somme. Et on y trouve notamment deux passages qui font dans chacun, l'un il fait une quarantaine, cinquantaine de pages, l'autre il en fait un peu plus, 80, qui sont les meilleurs exposés par Marx du système des contradictions et sur l'analyse des crises. C'est là-dedans qu'on les trouve. On trouve aussi plein d'autres choses, dont notamment un passage génial où Marx explique comment le criminel est en fait quelqu'un qui rend d'éminents services à la société, par exemple. Et puis également des développements, là aussi, que pas mal de marxistes auraient dû lire avant de raconter toutes les conneries qu'ils ont écrites sur la notion de travail productif et la différence entre le travail improductif, puisque Marx explique qu'une cantatrice explique qu'un clown peut faire un travail productif. C'est écrit. Tout des rapports sociaux dans lesquels il prie, pas du tout la nature de son travail. Pas du tout d'accord avec vous sur l'explication de la crise financière actuelle. Elle est présentée par tout le monde comme causant une crise sociale ou ensuite Or, c'est justement la crise économique qui a précédé à mon avis, hein, parce qu'il y a un phénomène qui est... Vous prenez le journal Le Monde, supposé être le mieux informé et qui est en même temps le plus disert sur les problèmes économiques. Vous prenez le journal Le Monde depuis le 15 septembre de l'année dernière, depuis la chute de Lehman Brothers. Pas un seul article, pas une seule allusion. Le mot même ne figure jamais dans tous les articles à longueur de page. Bon, il y a peut-être une exception de temps en temps. Le mot délocalisation. Or, c'est ce processus de délocalisation engendré par l'entrée de la Chine dans l'OMC vers 2001, puis après les dernières barrières douanières évaporées à partir de 2004. C'est ce processus où dans l'entrée de la Chine, dans le commerce mondial, où la main-d'œuvre chinoise coûte 30 à 50 fois moins cher qu'en Europe. C'est ce processus qui a fait perdre, par exemple, 500 000 emplois industriels à la France depuis 2001 et des millions d'emplois en Amérique depuis, dans le même laps de temps de 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que le monde
qui est décrit par exemple par votre collègue François Chenet dans son livre majeur de 1996 ou 1994, La mondialisation du capital, où à la page 26, François Chenet fait une carte du monde, hein, il dessine les continents, l'Amérique, l'Asie, puis il y a la Chine, l'Inde, et il marque lui-même sur sa plume Isola. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le monde décrit par les scientifiques de l'économie il y a 10 ans, 15 ans, n'est plus le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que la question qui se pose pour les capitalistes actuels en France et dans les autres pays, ce n'est plus faut-il ou non délocaliser. La question, c'est comme le rappelle un livre des auteurs dans un livre dont j'ai oublié le nom des auteurs, je crois que c'est Philippe Cohen, Philippe Sassier, des gens comme ça, dans La crise sera-t-elle notre cauchemar, paru en 2005. La question n'est plus faut-il ou non délocaliser, mais pourquoi ne l'avez-vous pas déjà fait? Alors, quand je prends un autre économiste célèbre en France, Bernard Maris, dans Charlie Hebdo, vers la fin octobre, quand il donne l'explication générale en 7 points, il dit les banquiers américains ont commencé par faire la faute, la stupidité de prêter de l'argent à des pauvres. Là, il triche, Bernard Maris. Là, il triche parce que les pauvres n'étaient pas pauvres il y a 6 ans. Ils avaient un emploi, ils avaient 100 000 $ par an. Alors, un couple modeste. Hein, et là, ils pouvaient emprunter. Mais quand ils ont été vidés, exclus de la production, là, ils sont devenus pauvres. Donc, il faut commencer par parler des délocalisations, par le fait que... Bon, voilà. Tu évoques aussi, et c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus, la puissance de l'appareil répressif, dont on peut dire sans crainte de se tromper qu'il est en train de se mettre en place. Et dans ce contexte-là, tu dis qu'il faut l'intervention d'une action réfléchie et volontaire destinée précisément à lever ces obstacles. Donc il faut quoi? Une avant-garde. Hein? Il faut un groupe qui soit à même d'aider les classes, enfin la classe ouvrière, à lever ces obstacles. Alors j'aimerais que tu reviennes sur ce que tu entends, toi, par groupe susceptible d'aider les gens à prendre conscience du fait que la situation est telle qu'il s'agit effectivement du communisme ou de la mort. Les perspectives qui s'ouvrent à partir de cette analyse de la reproduction, il me semble, alors c'est une remarque que je vous soumets, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais il me semble que l'analyse que vous proposez, à la fois elle est de nature à éviter tout ce qui serait de l'ordre d'une analyse de la capacité du capitalisme, du capitalisme à s'auto-reproduire indéfiniment et mécaniquement, mais il me semble qu'il y a aussi peut-être un autre ordre de conséquences sur le terrain d'une analyse marxiste traditionnelle qui consiste à séparer infrastructure et superstructure. Et il me semble de ce point de vue-là que ce que vous dites permettrait de comprendre comment ce qu'on appelle classiquement donc, les superstructures, au lieu d'être une couche séparée, ce que Marx n'a jamais dit, mais ce qu'un certain marxisme a dit à sa place, et à la place de ce qui me semble être un contresens complet et grave de conséquences théoriques et politiques, eh bien, l'analyse en termes de reproduction permet de penser justement ces superstructures dans leur fonction de reproduction. Et est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous avez, je l'ignore, développé cet aspect dans la mesure où, d'un côté, il remet en cause donc, toute cette conception marxiste traditionnelle, et de l'autre côté, il me semble qu'il aurait une très grande actualité sur la question de la domination des idées dominantes, et de l'impact de ces idées dominantes si on laisse de côté justement cette vision mécaniste de cette fonction, de cet effet des idées dominantes. C'est simple. En fait, il y a un terme que vous n'avez pas prononcé quand vous avez parlé de la méthode de Marx, mais évidemment, vous n'avez d'une certaine façon parlé que de ça, c'est celui de dialectique. Or, je remarque que dans les traditions françaises, les plus dialecticiens ont eu un rapport parfois un peu embarrassé au concept de reproduction. J'en tiens pour preuve un livre que vous connaissez très bien, vous en êtes quasiment référé à son titre, à la survie du capitalisme de Lefebvre, dans lequel il parle à la fois beaucoup de reproduction, mais en voulant en même temps mettre à distance toute interprétation fonctionnaliste qui était extrêmement dans l'air à l'époque de la reproduction. Alors, en voulant pousser un peu les choses très rapidement, je me posais la question de savoir si, en appelant reproduction, parce que finalement votre démarche est la suivante, vous continuez l'analyse de Marx en passant à une étape en quelque sorte
plus avancé de son mode d'exposition, le procès d'ensemble du procès d'ensemble, en quelque sorte. Et on se heurte évidemment à la question de l'inachèvement du capital, vous avez tous montré tout ça de façon extrêmement précise. Est-ce que le terme de reproduction convient néanmoins pour tout cet ensemble de niveaux que vous avez exposés, ou est-ce qu'il ne tend pas, par une sorte de logique interne, à nous pousser malgré tout vers une tendance fonctionnaliste à l'Althusser, par exemple? Alors, est-ce qu'il est totalement, par exemple, neutre d'appeler le troisième niveau du procès de reproduction globale, tel que vous nous l'avez exposé, la lutte des classes, en tant que reproduction, justement? Ce qu'elle est, assurément. Mais elle est précisément, au contraire, le point où la reproduction est... voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un choix, malgré tout, qui est fait par Marx, qui peut se justifier aussi, si on veut se placer un peu du point de vue du vieux pendant 5 minutes, de restreindre d'une certaine façon le mot de reproduction à un niveau inférieur de l'exposé, précisément pour conserver aux étapes supérieures, qui n'a pas eu le temps d'écrire, bien entendu, mais toute leur dialecticité, c'est-à-dire tout le caractère antagoniste des contradictions qui s'y trouvent exposées et qui sont d'une autre nature. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas un risque, malgré tout, à utiliser le mot reproduction, à écraser un peu des niveaux qui me semblent différents du point de vue du déploiement des catégories dialectiques. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait du côté de Lefebvre et tout à fait contre Althusser, bien sûr. Je vous reproche, dans un de vos récents articles, et en réaffirmant, lui, que la loi qui permet de comprendre comment le capitalisme se heurte à ses propres limites, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Et il semble vous reprocher de proposer un bouleversement total de cette conception et que vous invitez à ne plus voir le système comme assoiffé de plus-value, mais comme en ayant trop, d'un montant tel qu'il ne saurait plus quoi en faire. Il s'agirait de prendre comme repère analytique non plus la pénurie de plus-value, mais son excès. Et à remercier de sa présence. Donc Robert Olina. De marxisme. Il y a quand même chez Marx cette idée de réaliser les principes et ensuite de montrer tous les cas où elle peut être contredite ou non mise en œuvre. Alors ça aussi, ça forme quand même système du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la reproduction du capital. Et pour moi, ça me semble ça... Alors c'est pour ça que j'ai sûrement davantage lu le livre 3 que le livre 2. Pour nous, l'économie, c'est ce qui paraît le plus cohérent, disons, le plus... mais ça, vous n'en avez pas parlé, quoi. Est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre problématique? Et la première et l'avant-dernière question, parce que ça pointe vers le même problème. Alors, par rapport à la question de délocalisation, je crois que nous disons la même chose, mais en des termes différents. Je m'explique. L'un des effets, pas le seul, mais l'un des effets de la délocalisation, c'est précisément, quelque part, de déplacer le curseur dans le partage de la valeur absolue entre les salaires et la plus-value. Si on peut faire produire des automobiles de même qualité, avec une même productivité du travail, en payant les ouvriers 50 fois moins en Chine ou dans quelques régions de Chine, comme le fait dans les métropoles occidentales, quel est l'effet de cela? C'est évidemment un formidable saut du taux de profit, mais un non moins formidable étranglement potentiel de la demande. Parce que le capital est confronté constamment à deux problèmes. Il lui faut se valoriser à la meilleure condition, et une fois la valeur formée, il faut encore la réaliser, c'est-à-dire parvenir à vendre ce qu'on a produit. Et on tombe sur l'éternel problème de cette ambivalence qu'est pour le capital le salaire, qui est à la fois, évidemment pour lui, un coût, c'est une partie intégrante du coût de production, dès lors qu'on raisonne à des termes fétichistes, mais en même temps, l'un des éléments de la demande. Le jour où on aura substitué à tous les ouvriers occidentaux des ouvriers chinois ou des ouvriers indiens ou javanais ou pakistanais ou
quelques nationalités, ouzbeks et j'en passe les pires, à qui vendra-t-on, qu'on paiera évidemment en conséquence de leur nationalité. C'est-à-dire, bien connu qu'un ouzbek, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Donc, à qui les vendra-t-on les voitures? Donc, vous voyez que derrière les délocalisations se profile immédiatement le problème de la surproduction. Surproduction qui n'est jamais, comme dirait Marx, une surproduction relative, c'est-à-dire relative aux conditions de la répartition de la valeur formée dans les conditions de la production capitaliste. Alors, j'enchaîne sur la question de genre. Je pense que notre ami François Chenet m'a lu très superficiellement, très rapidement. Il a vu excès de plus-value, il s'est dit Beer a déconné, il a dû déraper sur un verre de champagne en trou et raconter n'importe quoi. Quitte à passer une fois de plus pour un cuistre, je lui ai fait une réponse très détaillée, qui, j'espère bien, paraîtra dans le prochain numéro de Carré Rouge. Une réponse en 2 temps. Dans le premier, s'intitule « Excès ou défaut de plus-value ?» point d'interrogation, les deux mon capitaine. Parce que ce sont les deux mon capitaine. Excès ou défaut ne doivent pas s'apprécier absolument, ils doivent s'apprécier relativement. Et tout dépend à partir de là à quoi on les rapporte. C'est-à-dire, tout dépend de ce qu'on met au dénominateur. Si je mets au dénominateur, par hypothèse, au numérateur, je place la plus-value. Rassurez-vous, on ne va pas faire un peu de maths, mais c'est vraiment élémentaire, l'ordre du cours moyen, tout le monde suivra. Au numérateur, je place la plus-value. Si au dénominateur, je place le salaire, lorsqu'augmente la productivité du travail, Marx nous apprend que c'est un moyen radical de produire ce qu'il appelle une plus-value relative, c'est-à-dire de dévaloriser la force de travail et augmenter, toutes choses égales par ailleurs, la quantité de la plus-value. Donc le rapport PL sur V augmente, parce que PL augmente et que V diminue. Si je mets au dénominateur non pas V, mais C plus V, la totalité du capital, il est bien possible que tout en augmentant, la plus-value PL, tout en augmentant par rapport à V, elle peut diminuer par rapport à C plus V. Tout dépend de la manière dont C varie. Et c'est également Marx qui parle à partir de là. Ce que Marx dit, quand la productivité du travail augmente, ça signifie nécessairement que la part du travail mort s'accroît relativement à la part du travail vivant, c'est-à-dire que, en termes de valeur, C croît considérablement, non seulement par rapport à V, mais même par rapport à V plus PL. Donc, les mêmes facteurs qui engendrent tendanciellement un excès de plus-value par rapport au salaire peuvent parfaitement engendrer un défaut de plus-value par rapport au capital avancé, ce qu'on appelle classiquement la baisse du taux de profit moyen, CQFT. Donc je pense que François aurait mieux fait de tourner cette fois sa plume dans son encrier avant de me répondre, parce que franchement, il s'est foutu la plume dans l'œil. Non, je suis au regret de devoir lui faire, parce que c'est quelque part lui faire honte que de lui répondre en ces termes-là, parce que c'est comme si, comme s'il n'avait jamais lu Marx. Cela dit, ce n'est pas la première fois, et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos un peu de manière cuistre, décidément il y a beaucoup de cuistrerie là-dedans, en rappelant quelques définitions, parce que j'ai été déjà fort surpris de la manière dont on a lu Marx, et dont certains concepts qui me paraissent pour moi complètement alimentaires, à telle enseigne qu'il m'est devenu impossible de penser en dehors d'eux, n'ont pas été compris, alors qu'ils sont pourtant tels quels dans le Capital et ailleurs. Donc là, à mon avis, il y a peut-être aussi un problème de ce point de vue. Alors la question de l'avant-garde, là aussi je serai très rapide, puisque je viens d'écrire, enfin plus exactement j'ai écrit au début de l'année dernière, il y a à peu près 1 an, il vient de paraître à l'automne, un court article sur la question de l'avant-garde, qui s'appelle « Mise au point sur le concept d'avant-garde ». C'est très court, hein. Je sais être volumineux, je sais aussi faire très court. C'est-à-dire qu'on va faire 4-8 pages, c'est paru dans le dernier numéro 4 de la revue La Brèche, excellente revue dont je vous recommande la lecture. Alors je ne dirai pas plus, vous y reportez, et
Je m'explique là-dessus. Alors, l'articulation entre infrastructure et superstructure, ça me permet de préciser quelque chose qui, en repassant mon texte ce matin dans le train, je me suis dit, aïe, 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 tu as oublié de parler de ça, on va t'interroger là-dessus, personne ne l'avait fait jusqu'à présent, c'est et l'État. Et l'État dans mon schéma de reproduction. Alors, l'État dans mon schéma de reproduction, je dirais, il n'est nulle part parce qu'il est partout. J'entends par là que l'État, je le considère comme une instance transversale par rapport aux 3 niveaux. C'est-à-dire, il n'est absolument pas pour moi un niveau spécifique du procès de reproduction. C'est une médiation spécifique de ce procès, certes, mais qui est présente à chacun des 3 niveaux. C'est-à-dire, je pense, contrairement à Marx, que certains, enfin en partie contrairement à Marx, je pense par exemple qu'on ne peut pas se contenter, et Marx lui-même ne se contentait pas bien évidemment, c'est simplement un effet de sa méthode que d'avoir écrit ça de la manière dont il a écrit, que la monnaie ne peut exister que comme il nous en parle dans le chapitre 3 du livre 1er, c'est-à-dire comme une médiation qui apparaît dans le fil, ou même dans le chapitre 1 déjà, dans le fil de la dynamique des échanges marchands. La monnaie est toujours aussi institutionnalisée politiquement, et c'est-à-dire qui dit monnaie dit toujours État. Il peut pas, enfin, État ou proto-État, ou en tout cas pouvoir public qui potentiellement est un pouvoir public à caractère impersonnel, c'est-à-dire quelque chose comme un proto-État. Donc là où il y a la monnaie, il y a déjà de l'État. De même que on ne peut pas s'en tenir à ce qu'il nous dit dans le chapitre 2, vraiment pour prendre les choses dès le début, n'est-ce pas? Dans le chapitre 2 de ce qu'il nous dit sur les échanges les rapports entre échangistes, qui supposent des rapports contractuels, parce que là où il y a contrat, il y a rapport contractuel, il y a nécessité de la présence de ce tiers inclus dans le rapport contractuel, qui est celui qui dira le droit le jour où il y aura conflit entre les contractants. Donc on voit que l'État est partout présent. Simplement, Marx est un parfait dialecticien, et comme il dit, si on ne veut pas parler de tout en même temps et tout mélanger, il faut procéder par ordre. Donc, voilà l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Ici, il parle du droit, il parle de la monnaie, sous la condition de l'existence de l'État qu'il n'évoque pas. Condition qu'il lèvera ultérieurement lorsqu'il parlera de l'État. Mais de la même manière, je dirais, je n'ai pas parlé de l'État parce qu'il est présent constamment dans ces 3 niveaux. Et ça permet en effet de faire l'économie de cette dialectique qui pour moi a toujours été une truc complètement casse-gueule de l'infrastructure et superstructure, qui ne se trouve pas chez Marx. Qui ne se trouve pas chez Marx. Moi je mets quiconque au défi, j'ai déjà lancé plusieurs fois, personne n'a jamais relevé, de me trouver une seule phrase dans laquelle on trouve Marx utilisant ces termes-là. On trouve chez Marx par moment l'expression de superstructure, référée à la base, mais on ne trouve jamais chez lui quelque chose de l'ordre de l'infrastructure relative à la superstructure. Ça, ce sont des termes marxistes. C'est-à-dire des termes qui ont été inventés par des disciples de Marx, à commencer par Engels lui-même, qui a été le premier marxiste. C'est parce que le marxisme est quelque part une invention d'Engels. On a commencé par le capital, la manière dont travaille le capital. L'acte de fondation du marxisme, c'est le moment où Engels, de son autorité, publie comme le livre 2 et le livre 3 du Capital, ce qui n'est pas le livre 2, ce qui n'est pas le livre 3 du Capital. S'il avait voulu être parfaitement fidèle à Marx, il aurait dû publier en l'état les manuscrits qu'il a trouvés. Alors, évidemment, en cela, il faisait des choses qui étaient extrêmement courantes à l'époque, que n'oserait plus faire. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, on trouve des manuscrits, on publie les manuscrits en l'état, avec un appareil critique, s'il le faut, pour expliquer, et dans quelles circonstances et pourquoi ce manuscrit se trouve dans cet état-là, mais on publie le manuscrit en l'état. Et surtout, on ne fait pas croire que Marx était en possession de quelque chose d'achevé. Alors il dit lui-même être en face de 8 manuscrits, 8 tentatives différentes de rédaction du livre 2 du Capital par Marx. Si Marx s'y est pris à 8 fois, c'est qu'il y avait quand même quelques problèmes, d'accord, qu'il n'avait pas totalement résolus. Alors autant savoir où étaient ces problèmes et nous donner le tout en disant, ben voilà, on peut comparer et voir pourquoi Marx à un moment s'arrête et reprend la manière dont il reprend. Donc, or, Marx et Engels est omnibulé dans les dernières années de la vie de Marx, il cesse de bombarder
de lettres en disant ben, quand est-ce que tu publies, temps est-ce que tu publies? Et Marx répond immanquablement toujours la même chose, avant de publier, il faudra voir que je l'écrive. C'est-à-dire que je résolve le problème qui reste en suspens. Or, qu'est-ce qu'il fait, le père Engels? Il n'a de cesse, 2 ans après, de publier un livre 2, comme si, pouf, ça y est, le livre 2 était constitué, comme si on avait quelque chose d'achevé. Et qui contribue, ce faisant, à accréditer l'idée d'un corps de doctrine parfaitement maîtrisé, parfaitement constitué, ce qui est aux antipodes de la manière dont Marx travaillait. Marx est quelqu'un qui à peine il a fini un travail qui le remet sur le métier. Il est constamment dans la réécriture. C'est quelqu'un qui... Bon, le drame de Marx, ce n'est pas avoir connu Macintosh. C'est ça, c'est-à-dire de ne pas avoir eu l'ordinateur portable qui permet de traiter un brouillon comme quelque chose de parfaitement malléable, toujours écrire. Donc il faut, je ne sais pas, vous imaginez ce que c'est qu'écrire à la queue du doigt, et de voir, quand on a trop raturé une page, de tout devoir reprendre. C'est-à-dire, on n'en a plus l'idée. Souvenons-nous la leçon marxiste, il ne faut pas rester au produit, remonter vers les conditions de production, ne restons pas au manuscrit de Marx, et imaginons quelles étaient les conditions de production du manuscrit de Marx. Marx, à sa table de travail, en train d'écrire, se battant contre la queue du doigt, la retaillant, la retrempant, raturant. Vous avez déjà vu un manuscrit de Marx? À quoi ça ressemble? Je comprends qu'on mette des années à éditer ça. C'est un espèce de torchon. Lui-même ne veut plus en sortir au moment, donc il va tout réécrire. Et Engels fait de ça une œuvre achevée. C'est un chantier. Marx laisse un chantier. Il ne laisse pas un chantier, il laisse des sommes de chantiers. D'avoir voulu faire un monument en partie de ce chantier, c'est le péché originel du marxisme. Le marxisme se constitue à travers ce péché original qui consiste à vouloir avoir fait croire qu'un chantier était un monument achevé. Et le meilleur service qu'on pourra rendre à Marx, c'est de publier en l'état la totalité des manuscrits qu'on a trouvés après sa mort et qui attendent d'être publiés. On y trouvera des perles. Moi, j'ai même fiche mon billet qu'on y trouvera des perles. Ça vaudra le coup. Alors, reproduction et dialectique, d'accord avec vous, il y a un risque, c'est clair. Il y a, je dirais, un tropisme fonctionnaliste en termes de reproduction. Il faut le savoir. Et il faut, je dirais, maîtriser le concept à partir de là. Pour ma part, je place la dynamite à chaque étage, c'est-à-dire je montre bien qu'à chacun des niveaux du procès de reproduction, des contradictions se jouent, que des contradictions se jouent entre les différents niveaux, et qu'en effet, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ça, si le processus de la lutte des classes est en un sens un moment de la reproduction du capital, c'est un moment, en même temps, le moment où cette reproduction se joue, au sens le plus propre du terme. L'enjeu de la lutte des classes, c'est la reproduction du capital. C'est-à-dire, c'est aussi un moment où tout peut basculer. C'est-à-dire, au moment où peut s'ouvrir la brèche qui rendra la chose irreproductive et nous fera basculer dans autre chose. Donc, je ne pense pas que le danger de dérive fonctionnaliste du concept qui est réel, je ne nie pas l'existence du danger, mais à mon avis, ça n'obère pas la possibilité de l'utiliser. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, il reste la question. Alors, la question. Alors, je me suis mal fait comprendre, peut-être, mais il me semble quand même que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il y a chez Marx des éléments extrêmement importants d'analyse du procès de reproduction. Je les ai pointés. Simplement, il me semble que ces éléments ne sont, loin d'épuiser la totalité de ce que j'appelle le procès global de reproduction, et qu'ils se trouvent quelque part obérés par ce que j'appellerais le présupposé de Marx à ce sujet, c'est-à-dire le fait qu'il est préoccupé par sa volonté de montrer que les résultats du procès sont ces conditions, donc le mouvement est autoreproductif. Là où je crois qu'il faut au contraire justement ouvrir les choses, montrer que jamais le procès de reproduction du capital ne crée ses propres conditions. Et la meilleure façon de le montrer, c'est justement d'intégrer quelque part l'idée qui vient de Marx, c'est celle par laquelle j'avais pratiquement commencé mon exposé, c'est de souvenir que la reproduction du capital est un procès qui est toujours ouvert. La meilleure preuve que le capital n'arrive jamais à se boucler, pourrait-on dire,
en un procès autoreproductif, c'est qu'il est constamment obligé de produire du nouveau. Que la reproduction n'est pas seulement une reproduction, mais une production de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut du changement. Et qu'en ce sens-là, d'ailleurs, la dynamique des sociétés dans lesquelles règnent les modes de production capitalistes, pour parler comme Marx, sont des dynamiques fondamentalement différentes des sociétés pré-capitalistes. Ce ne sont pas des sociétés traditionnelles, ce ne sont pas des sociétés à laquelle la reproduction s'effectue sur la mode de la répétition de ce que faisaient nos pères et les pères de nos pères. C'est au contraire des sociétés dans lesquelles ce que faisaient nos pères et les pères de nos pères, et sans remonter jusqu'à nos pères, ce que nous faisons nous-mêmes quand nous étions petits, même ce que faisons nous-mêmes il y a 2 ans, ou même ce que nous faisons nous-mêmes la veille, est considéré comme quelque chose d'invalide. Ça n'a plus de valeur. Enfin, à peine a-t-on fait quelque chose que déjà on est tenu de faire autre chose. Et il faut penser la reproduction dans ces conditions-là. Qu'est-ce que c'est qu'un système social dans lequel, comme disait Lampedusa, n'est-ce pas, si certains parlent italien, ils m'excuseront le piètre italien qui est bien, n'est-ce pas, si vogliamo che tutti rimanga come è, bisogno che tutti cambi. Si nous voulons que tout reste en état, il faut que tout change. Et c'est la loi de la reproduction du capital. Il faut que tout change en permanence. Donc, quand on travaille le concept de reproduction de cette manière-là, on ne peut pas être tenté par le fonctionnalisme. Sauf une espèce de métafonctionnalisme qui consisterait à dire que, y compris le changement, n'est que pur avatar de la reproduction. Mais on voit bien que dans le changement, il y a aussi des choses qui échappent constamment au capital, des effets qu'il produit qu'il n'avait pas produit. La crise écologique, par exemple, qui est un pur produit du capital, c'est quelque chose qui la déborde. Qui, à la fois, le menace, à mon avis, fondamentalement, qui en même temps lui offre des moyens de se... Après avoir détruit la nature, pourquoi est-ce qu'on ne la reproduirait pas? C'est une autre manière de se valoriser. Par contre, je vous mettrai en garde. Je tiens à une chose, on ne peut rien comprendre au livre 3 si on n'a pas dit livre 2. Non mais, Marx dit ça, et il met en garde Hegel lui-même, il dit, quand il a fini le manuscrit de 63-65, il dit la chose suivante, il dit, c'est une lettre qu'il lui envoie, je crois, 31 décembre 65 ou le 1er janvier 66, il va se mettre quelques jours après à la rédaction du livre 1 du Capital, celui qui paraîtra, et il dit voilà, j'ai fini tout, c'est quelque chose de monstrueux, personne ne peut publier ça, même pas toi, et il se lance dans la rédaction du livre 1 et dit mes écrits ont au moins une qualité, c'est qu'ils forment un tout artistique. Un tout artistique. Ce serait comme vouloir étudier le sourire de la Joconde sans vouloir étudier l'ensemble du tableau. Donc, on ne comprend rien. Je le marque, mais je le montre, je montre les contresens qu'on commet, quoi. Par exemple, on ne peut pas comprendre le passage sur le vampirisme, Marx jouant les Bram Stoker, si on n'a pas en idée, derrière la tête, que depuis le début, dès la première ligne du Capital, Marx veut essayer de montrer comment se produit l'apparence du mouvement réel, dans les conditions du fétichisme. Parce qu'on dit, il fait du souffle Bram Stoker, quoi. Non, il est à la recherche d'une image qui va lui permettre de rendre compte d'un effet réel du capitalisme. La manière dont celui-ci, comme il le dit, parce que c'est une définition qu'il donne du fétichisme, c'est l'inversion du sujet d'objet. La métamorphose des hommes, des choses en hommes, et la personnification des choses. C'est la définition même du fétichisme. Cette religion de la vie quotidienne. Mais je reviendrai pour faire un truc sur le fétichisme. C'est entendu. Nous avons dépassé largement l'heure. Je remercie Alain Beer pour son exposé et son humour.
prochaine séance le 24 janvier, hein, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Merci. Vous savez, c'est de l'autre côté de la cour. Monsieur Salah, il doit être en Syrie. Premier étage. Le disque est blessé. Parce qu'en Vous allez tout au fond, vous avez le secrétariat de philo. c'est pas. Oui, ça c'est. Il faut voir ça avec le secrétariat de l'UFR de Philo. Mais donc je dois ça j'ai envoyé 3 fois Voilà.